Je m'appelle Adèle Mboumba Lefebvre, j'ai 52 ans, et je veux que tu te représentes une longue table de chêne, nappée de blanc, avec des chandeliers en laiton, qui roulent très légèrement avec la houle de la Méditerranée, la troisième nuit d'une croisière de luxe de 4 semaines. Je porte une robe de soie vert d'eau, une alliance fine en or jaune, et de petites créoles que ma marraine m'avait offertes pour mes 20 ans. Je suis assise à droite d'un commandant italo-français, en tenue blanche, avec 4 galons d'or au poignet. Mon mari Régis est 3 chaises plus loin. On vient de poser un premier service de langoustine sur une grande assiette blanche. Le commandant, un homme nommé Antoine Rossi le Marchand, que j'avais croisé 45 secondes dans la file d'accueil le premier soir, quand il s'était arrêté sur mon nom de famille sur la carte d'embarquement, et avait dit, très bas, « Mboumba Lefebvre, votre oncle ne serait-il pas Albin Mboumba par hasard ?» se penche vers moi. Il sent uniquement le savon et le très léger tabac d'une seule pipe, et son accent est ce mélange franco-génois qui a passé 40 ans à se faire repasser par la France métropolitaine, et il dit à mon oreille, d'une voix que personne d'autre à la table n'entend. « Madame Lefebvre, votre réservation est en aller simple. Vous n'avez pas de retour. Pardonnez-moi, j'ai pensé que vous deviez le savoir. Je veux que tu comprennes que je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas levé les yeux de mon assiette. Je n'ai rien changé sur mon visage. J'ai passé 22 ans à enseigner les lettres en classe préparatoire, puis à diriger une fondation littéraire dans un manoir du XVIIIe siècle dans le Médoc. Et l'une des choses qu'on apprend quand on a bâti ce que j'ai bâti, c'est comment recevoir une information sans la rendre à la pièce. J'ai coupé une fine tranche de langoustine. Je l'ai mâchée une fois. J'ai dit très bas à l'oreille du commandant en retour. « Merci, commandant. Pourrais-je vous demander un verre d'eau ?» Il a hoché la tête, très gravement. Il venait de me donner mon premier coup. Avant que je te dise ce que j'en ai fait, je veux faire une chose. Si tu regardes ça quelque part, si tu plies du linge dans une maison silencieuse, si tu rentres en voiture après une longue journée, si tu es assise sur une terrasse avec un café qui a refroidi, mets un like sur cette vidéo pour qu'elle trouve les femmes qui ont besoin de l'entendre, abonne-toi pour ne pas rater la suite, et écris en commentaire d'où tu regardes et quelle heure il est chez toi. Je les lis tous. Maintenant, laisse-moi t'emmener au début. Le début, ce n'est pas le chuchotement du commandant. Le début, c'est un manoir 18e dans le Médoc au printemps 2018, avec un parquet en chêne que ma marraine avait fait poser en 1972, une grande cheminée en pierre et une bibliothèque de 4000 volumes que je venais d'hériter, avec, autour d'elle, une fondation littéraire dotée d'un fonds de 4 200 000 € pour soutenir les jeunes écrivaines francophones d'Afrique de l'Ouest. Je veux te parler de mon père, parce que tout ce qui suit pose sur lui. Mon père s'appelle Étienne Lefebvre. Il a 86 ans. Il a été vigneron négociant à Saint-Émilion pendant 51 ans. Il n'a jamais possédé de carte de crédit. Il a un fauteuil en cuir dans le salon de la maison de famille et il n'aime pas qu'on y pose un verre. Quand j'avais 12 ans, il m'a emmené visiter le caveau d'un cousin négociant à Margaux et il m'a dit dans la 504 sur le chemin du retour. « Adèle, un nom propre, c'est la seule chose que la mer ne peut pas te prendre. » J'ai bâti ma fondation autour de cette phrase. J'ai bâti mon mariage autour aussi, ce qui, j'allais l'apprendre, était plus dangereux. J'ai rencontré Régis Fauché-Pichard à un colloque sur la finance privée et le mécénat à Paris en 2012. J'avais 40 ans, je sortais d'un divorce avec un musicien de jazz nommé Pascal, qui était parti enseigner à Boston en 2010. Régis avait 44 ans, il était conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Bordeaux, avec un nom qui ouvrait des portes en Aquitaine et un sourire qui avait été conçu par un orthodontiste de la rue Esprit-des-Lois. Il avait 2 filles d'un premier mariage, dont la cadette, Apolline, avait 15 ans à l'époque, en pull marin et mocassin de toile, et elle m'avait serré la main dans le hall de l'hôtel et m'avait regardé comme une cadre de santé en soins palliatifs regarde un patient. Ce que, 14 ans plus tard, elle serait devenue. On s'est mariés en 2013 à la mairie de Bordeaux. J'ai gardé mon nom avec un trait d'union. J'ai gardé mes propres comptes. J'ai gardé mon notaire de famille, maître Estelle Vidalou, qui me conseillait depuis 2009 et qui,
le jour où elle a rencontré Régis pour la première fois au dîner de répétition, m'avait tiré à l'écart dans le couloir du restaurant et avait dit « Adèle, votre régime matrimonial, séparation de biens, c'est ce qui rend tout cela sûr. Ne signez plus rien sans moi. Je veux te donner un chiffre, parce que les chiffres sont honnêtes d'une manière que le reste ne l'est pas. En 2026, ma fondation gérait un fonds de 4 200 000 €, organisait 4 retraites d'écriture par an dans le manoir du Médoc et avait publié 18 jeunes écrivaines francophones depuis 2018. Mon patrimoine personnel, que Maître Vidalou suivait pour moi, était d'environ 5 800 000 €. La fondation, un appartement haussmannien rue Notre-Dame à Bordeaux que j'avais payé comptant et un portefeuille géré par mon notaire. Le cabinet de Régis, rue Esprit des Lois, gérait 38 millions d'euros pour 12 clients et Régis n'avait pas personnellement ouvert de nouveaux dossiers en 3 ans. Je connaissais ce chiffre. J'avais cessé de m'autoriser à remarquer que je le connaissais. Je veux te parler d'un mardi matin de mars 2024, parce que ce matin-là est le pivot de ce que je vais te raconter, même si je ne le comprendrai que 2 ans plus tard. À la fin de l'hiver 2024, je sortais d'un contrôle fiscal éprouvant. 3 mois de comptabilité forensique, un jeune contrôleur qui n'arrivait pas à prononcer Mbumba Pierret et Régis, qui avait été très doux pendant toute cette période, m'avait suggéré de participer à une retraite bien-être de 4 jours dans le Luberon, organisée par un de ses clients. J'y suis allée. J'étais épuisée. Je n'avais pas dormi plus de 4 heures par nuit en 8 semaines. Le deuxième matin, dans un salon aux murs de pierre avec de l'eucalyptus dans un vase en terre cuite, une femme en lin blanc a posé une pile de consentement devant moi sur un plateau d'osier. Décharge photo, consentement hydratation, décharge sauna, décharge yoga d'altitude, mandat de protection future. Elle a dit, doucement, « Paraffez-les juste, ma belle, qu'on commence. » J'ai paraffé sans lire. J'étais réveillée depuis 19 heures. Je n'ai pas repensé à ce matin-là en 2 ans. Je veux te dire à quoi le mariage ressemblait en surface, parce que la surface compte. On passait l'été à Arcachon, l'hiver à Bordeaux. On allait à des galas à la Cité du Vin, où Régis connaissait le maître d'hôtel par son nom. Il faisait de la voile. Je travaillais. On n'a pas eu d'enfants ensemble. Il avait 2 filles déjà adultes. J'avais une fondation. Il avait des clients. On avait, comme disent les gens dans notre milieu, un bel arrangement. Je ne ferai pas semblant de ne pas l'avoir aimé. Je l'ai aimé. Mais l'amour, à 52 ans, quand tu as bâti ce que j'ai bâti, est une chose distincte de l'inventaire. Et l'inventaire dérapait depuis 16 mois. Quittance qu'on ne me montrait pas. Une assistante notariale bordelaise nommée Hortense Quérol, dont le prénom apparaissait, en passant, 2 fois de trop. Un retrait de notre compte commun marqué « Conseil d'hiver », 280 000 € sur 18 mois, en tranches assez petites pour qu'aucune ne déclenche le genre d'attention que j'aurais normalement porté. Une chevalière à sa main droite que je lui avais demandé une fois, en 2022, qu'il m'avait dit avoir appartenu à son grand-oncle, alors que j'étais allée à l'enterrement réel de son grand-oncle réel, en 2018, et que je me souvenais de la main réelle sur le cercueil fermé réel. J'avais classé tout ça. Je n'avais pas encore agi. La croisière était un cadeau pour mes 52 ans. Il l'avait annoncé à un dîner à Bordeaux début août, devant 3 couples, d'une manière qui ne laissait pas de sortie élégante. 4 semaines, ma chérie. Marseille, Naples, Athènes, les Cyclades, retour Marseille. Le Méditerranée étoile. Juste toi et moi et la mer. J'avais dit oui. Les applaudissements avaient été très chaleureux. Je m'étais autorisée à être chaleureuse avec eux. Le premier soir en mer, dans la file d'accueil, le commandant, un homme que je n'avais jamais rencontré, s'était arrêté sur ma carte d'embarquement et avait regardé mon nom de famille 1 seconde de plus que strictement nécessaire et avait demandé si mon oncle ne serait pas Albin Mbumba. J'avais dit oui. Il avait dit « Je me présenterai correctement plus tard » et était passé, et j'avais classé ça aussi, comme tout le reste, et j'étais entrée à la réception au bras de Régis. Le deuxième soir en mer, seule dans la suite pendant que Régis était au piano-bar, j'ai ouvert mon ordinateur sur le petit secrétaire près du hublot.
J'ai repris la confirmation de réservation que Régis m'avait envoyée par mail en août. J'ai lu chaque ligne. Je suis le genre de femme qui lit chaque ligne. Page 2, dans les caractères de 8 points sous « Code de crédit vol », il y avait un numéro de billet retour pour Régis Fauché-Pichard. Il n'y avait pas de numéro de billet retour pour Adèle Mbumba Lefebvre. Je veux te dire quelque chose que je n'avouerai à personne en dehors de cette conversation. Mes mains n'ont pas tremblé. J'ai senti, et je suis honnête avec toi maintenant, un petit point de froid net se poser dans ma poitrine, comme une bougie qui se prend quand la cire a enfin assez refroidi pour tenir. J'ai pris une photo de l'écran avec mon téléphone. Je l'ai envoyée à mon adresse personnelle. J'ai fermé l'ordinateur. Je me suis versé un petit verre d'eau pétillante du minibar. Je suis allée me coucher. Je me suis allongée à côté de l'homme qui m'avait emmenée ici, et j'ai écouté le bateau respirer, et j'ai su. Je n'avais pas su pour de bon avant de vérifier, mais j'avais su. Le matin, après le chuchotement du commandant, je n'ai pas confronté Régis. J'ai fait ce que mon père m'avait appris. J'ai sorti le carnet Moleskine noir de mon bagage à main, j'ai débouché un Mont Blanc d'occasion à encre noire, et je suis montée au petit business center du 8e pont, où le Wi-Fi du bord était lent et obscènement cher. 6 € la minute, facturé à la suite. Et j'ai passé un seul appel. J'ai appelé maître Estelle Vidalou à Bordeaux. Maître Vidalou a 61 ans. Elle est diplômée du notariat de Bordeaux en 1987 et elle se tient comme une femme qui a vu 20 maris essayer cette même chose et perdre. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Je lui ai dit, en 41 minutes, exactement ce que je savais. La retraite bien-être dans le Luberon en mars 2024. La pile de consentement paraphée sans lire. L'assistante notariale bordelaise nommée Hortense Quérol. Les retraits, conseils divers. La chevalière qui n'appartenait pas à sa famille réelle. Le commandant. La réservation. Le fait qu'il n'y avait pas de billet retour à mon nom. Maître Vidalou n'a pas parlé pendant les 20 premières minutes. Elle a écouté. Puis elle a dit, très doucement, « Adèle, je vais retrouver ce que vous avez signé dans le Luberon. Je veux que vous fassiez exactement 4 choses dans les 4 prochains jours. 1. Restez à bord. 2. Ne le confrontez pas. 3. Ne buvez rien qu'il vous tend, y compris l'eau. 4. Faites-vous un ami sur la passerelle. » J'ai dit, « Je crois que le commandant pourrait être l'ami sur la passerelle. » Maître Vidalou a dit, « Alors faites-en un vrai, je vous appelle samedi matin. » Je suis redescendue dans la suite. J'ai mis une chemise en lin pâle et je me suis assise sur le petit balcon avec le carnet ouvert sur les genoux et j'ai écrit le chiffre 1 sur la première page et en dessous, en encre noire, dans la plus petite écriture que je sache faire, « Confirmation de réservation, page 2, pas de billet retour à mon nom. » Le vent était très constant du sud-est. Cela faisait 58 heures qu'on était en mer. Je veux te raconter à quoi le silence ressemblait dans cette suite pendant les 4 jours suivants, parce que je crois que le silence est la partie de ces histoires que personne ne décrit correctement. Le silence sur un bateau qui avance à 20 nœuds dans la Méditerranée n'est pas un silence paisible. C'est un silence qui a un léger goût métallique, parce que l'air est conditionné, parce que la mer est immense, parce que chaque porte du couloir se ferme avec le même soupir hydraulique, et parce que l'homme en face de toi dans le grand lit ne sait pas encore que tu sais. Il était charmant. Il était tellement charmant. Il m'a apporté un petit bouquet de fraisias blancs du fleuriste du bord le matin du 5e jour. Il a dit au directeur de croisière au déjeuner, assez fort pour que je l'entende, que sa femme avait vécu une année éprouvante et que ce voyage devait l'aider à se poser. Il l'a dit 2 fois en 20 minutes. Il l'a dit à un steward. Il l'a dit à un couple de Toulouse au bord de la piscine. Je l'ai regardé planter les graines. J'ai laissé faire. Je me suis assise à des petites tables seule avec un livre de poche que je ne lisais pas. J'ai assisté à un cours de yoga. J'ai redîné avec le commandant le vendredi soir, seule. Régis a prétexté une migraine et est resté dans la suite, ce que j'ai noté. Le commandant, ce vendredi soir, dans un petit salon attenant à la passerelle, a fait quelque chose que seuls 3 autres hommes dans ma vie ont fait.
Il m'a dit la vérité sans la sucrer. Le commandant Antoine Rossi le Marchand naviguait depuis 36 ans. Il était commandant seigneur depuis 16. Il m'a dit qu'il avait vu 4 réservations comme la mienne. Que 2 d'entre elles s'étaient terminées par des femmes débarquées en cours de croisière vers des établissements psychiatriques en métropole pour évaluation organisée à l'avance par leur mari au moyen de mandats de protection. Il m'a dit qu'il avait reconnu mon nom de famille parce qu'en 1981, dans le détroit d'Ormuz, mon oncle Albin Mbumba, alors âgé de 39 ans, avait sorti son père, un marin marchand génois nommé Lars Rossi, d'un incendie de salle des machines qui avait tué 2 autres hommes. Il a dit ça très simplement. Il a dit « Madame, j'ai une dette envers votre oncle qui m'attend depuis 45 ans. Je ne devrais pas vous dire ce que je vous dis. Je vous le dis quand même. Je veux que tu saches que je n'ai pas pleuré. J'étais passé du côté où l'on ne pleure plus dès la 2e nuit. Je l'ai remercié. Je suis redescendu dans la suite. J'ai ouvert le Moleskine et j'ai écrit, sur une nouvelle page, en la plus petite écriture possible, ces mots. Il attend depuis 45 ans, moi aussi. Samedi matin, sur ligne satellite à 6 € la minute, Maître Vidalou m'a rappelé depuis Saint-Émilion. Elle avait fait la route de nuit depuis Bordeaux. Elle travaillait avec un enquêteur privé nommé Renaud Ollier, basé à Paris, qui avait passé 72 heures sur le domaine du Luberon. Le domaine avait fait faillite en 2025, liquidation judiciaire, et dans le cadre de la liquidation, tous les documents signés par les clients avaient été versés au registre du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Maître Vidalou les avait sortis. 180 documents signés par les participantes des 4 jours de mars 2024. L'un d'eux était un mandat de protection future, daté du 14 mars 2024, désignant Régis Fauché-Pichard comme mandataire unique en matière de santé, de finances et de supervision personnelle, avec de larges pouvoirs de constatation d'incapacité. Il était signé par Adèle Mbumba Lefebvre. Il avait été authentifié par une employée du domaine nommée Élise Cantaloube, qui, quand l'enquêteur Ollier l'avait localisé à Manosque la veille, lui avait dit au téléphone « Je n'ai pas assisté à sa signature. J'étais à l'autre bout du domaine. On m'a fait signer comme témoin plus tard, je pensais que c'était procédural. » Maître Vidalou avait une attestation sous serment d'Élise Cantaloube. Elle avait aussi une attestation sous serment d'une seconde ancienne employée, une femme nommée Yasmine Holcombe, ancienne coordinatrice d'accueil, qui confirmait que le mandat de protection future, qu'on m'avait dit que je paraphais comme un mandat de soins holistiques, était bel et bien un mandat de protection future. Et puis Maître Vidalou a dit la phrase que je veux que tu entendes comme je l'ai entendue. Elle a dit « Adèle, il y a aussi une facture du cabinet Hartmann, Kérol et Fauché, datée du 12 août de cette année, 4 semaines avant le départ de votre croisière. La ligne dit, en noir sur blanc, préparation anticipée de la requête en habilitation, en l'instance Adèle Mbumba Lefebvre, frais d'instruction réglés. Je veux te demander quelque chose. Je veux te le demander maintenant, parce que je ne pourrai pas te le demander une seconde fois si je continue. As-tu déjà eu ce moment où un homme en qui tu avais confiance fait la chose que tu avais refusé de te laisser croire qu'il était capable de faire, et qu'au lieu de t'effondrer, au lieu de pleurer, au lieu de toutes les réactions que la télévision t'a apprises, tu deviens très calme et tu comprends, avec la précision d'une réaction chimique, que tu es maintenant la seule à savoir. Dis-le-moi en commentaire. Je veux savoir si tu as été dans cette pièce. Je les lis tous. Après l'appel, je suis restée sur le petit balcon avec un pull et j'ai regardé un puffin chevaucher un courant ascendant qui s'éloignait du bateau pendant presque 3 minutes. J'ai appelé le commandant. J'ai demandé une seule faveur. J'ai demandé l'accès à la salle de communication sécurisée du bord. Il me l'a donné sans une question. Je n'ai pas abusé de l'accès. J'ai passé un seul appel. J'ai appelé ma belle-fille. Apolline Fauché-Pichard a 29 ans. Elle travaille comme cadre de santé en soins palliatifs à l'hôpital Lyon-Sud. Et elle m'envoie une carte d'anniversaire écrite à la main chaque 11 mai depuis 14 ans. Je ne l'avais en 14 ans jamais appelée sans d'abord passer par son père. Je l'ai appelée un samedi matin à 10h47
depuis la salle sécurisée du MV Méditerranée Étoile, à environ 80 milles nautiques au sud-est de Naples. J'ai dit « Apolline, je dois te poser une question délicate. Ton père, dans ton expérience professionnelle, a-t-il déjà montré le genre de comportement qui ferait s'inquiéter une cadre de santé en soins palliatifs pour une personne âgée ou vulnérable de la famille ?» Elle a été silencieuse sur la ligne pendant 90 secondes. Le bourdonnement satellite était la seule chose dans la pièce. Puis elle a dit « Oui, Adèle, il l'a fait, avec ma mère. J'attendais ton appel depuis 14 ans. Je te rejoins au prochain port. Dis-moi où. » Je lui ai dit « Le Pirée. » Jour 11, mardi matin. La passerelle. Vert sapin si elle pouvait, pour que je la repère dans la foule. Elle a dit « J'y serai à 6h30 du matin. » Je suis redescendue dans la suite. J'ai mis la robe de soie vert d'eau et je suis allée à la table du commandant pour le dîner du soir. Et Régis était déjà assis, et il s'est levé quand je suis entrée, et il m'a embrassé la joue avec la chaleur exacte d'un homme qui joue pour la pièce. Je l'ai laissé faire. Je me suis assise. J'ai commandé le poisson. J'ai fait la conversation avec un couple de Toulouse à propos d'une cathédrale qu'ils avaient visitée à Naples. J'ai ri une fois. J'ai touché la main de mon mari 2 fois. Je me suis couchée à 22h45. J'ai dormi 3 heures. Le cliffhanger, si tu veux l'appeler comme ça, c'est ce que j'ai fait à 4h du matin la 11e nuit. Je vais te le raconter. À 4h du matin de la 11e nuit, avec le MV Méditerranée Étoile au mouillage à 2000 nautiques au large du Pirée, je suis sortie du lit silencieusement pour ne pas réveiller mon mari. Je me suis habillée d'un chemisier en lin bleu marine et d'un pantalon foncé et de mes ballerines en daim champagne. Et j'ai pris le carnet Moleskine et mon passeport et la photo que je m'étais envoyée de la confirmation de réservation. Et je suis montée 4 ponts plus haut jusqu'à la passerelle, où le commandant Antoine Rossi le marchand m'attendait avec une bouteille thermos de café et l'avocate de la compagnie, une bordelaise nommée maître Davina Cohn, qui avait pris un vol de Marseille jusqu'au Pirée la veille au soir, spécifiquement pour être dans cette pièce. Je n'avais pas demandé ça. Le commandant l'avait fait. Je veux que tu comprennes la gentillesse de ce geste. La compagnie, quand elle avait appris la veille à 23h par appel satellite de Maître Vidalou, avait envoyé une avocate corporate senior à un port à 4h du matin pour une passagère qu'elle n'avait jamais rencontrée. Il y a des femmes qui se sauvent les unes les autres dans ce monde, et tu ne le sais pas tant que ce n'est pas ton tour d'être sauvé. La navette côtière nous a déposés dans le port du Pirée à 4h50. Apolline attendait à la passerelle, en chemise en lin vert sapin et jean foncé, avec un porte-documents en cuir sous le bras et une attestation qu'elle avait tapée dans l'avion entre Lyon et Athènes. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle ne m'a pas dit bonjour. Elle a fait glisser le porte-documents sur la petite table en acier du quai vers la femme de son père, et elle a dit « J'ai apporté ce que j'ai. Je suis prête quand vous l'êtes. » Je l'ai lu debout sous un lampadaire au sodium. Elle faisait 4 pages. Elle détaillait, en langage clinique de cadre de santé, 3 épisodes du mariage de ses parents, pendant lesquels son père avait tenté de faire déclarer sa propre mère, en altération de capacité, pour accéder à son trust patrimonial. Chaque tentative avait été bloquée par l'avocate de sa mère, la même maître Estelle Vidalou, qui représentait la première femme de Régis Fauché-Pichard en silence depuis 16 ans, fait que je ne savais pas, et qu'Apolline, très bas sur le quai, m'a dit que sa mère lui avait demandé de ne jamais partager. Nous sommes remontés à bord. La réunion organisée par le commandant Rossi le Marchand a eu lieu à 6h30 du matin, dans le salon privé attenant à la passerelle, avec une nappe blanche sur la table, un service à café, et Régis croyant qu'il avait été invité par le commandant à un cognac de matinée. Présent, le commandant, maître Davina Cohn de la compagnie, Apolline, moi, maître Vidalou rejointe par visioconférence satellite haute définition depuis Saint-Émilion sur un écran en bout de table, et Régis, qui portait la veste bleu marine de la veille et dont l'alcoolémie de la nuit précédente était, je crois, encore mesurable sur les bords, parce qu'il est entré dans la pièce avec la démarche prudente d'un homme qui n'avait pas tout à fait dessoulé,
et il s'est arrêté à la porte quand il a vu sa fille à l'autre bout de la table. Il a dit son prénom comme une question. « Apolline !» Il l'a redit. « Apolline, ma puce, qu'est-ce que tu fais là ?» Apolline n'a rien dit. Le commandant a désigné un siège. Régis s'est assis. Maître Vidalou, à l'écran, lunettes remontées sur le front, dossier ouvert devant elle dans son bureau de Saint-Émilion, a dit « Monsieur Fauché-Pichard, merci de vous joindre à nous. Nous avons quelques documents à partager. » Elle a posé, l'un après l'autre, 5 objets sur la table, que maître Davina Cohn a soulevés d'une pile à son coude et fait glisser sur la nappe blanche. Document 1. Le mandat de protection future daté du 14 mars 2024, signé par Adèle Mboumba Lefebvre à la retraite bien-être du Luberon, désignant Régis Fauché-Pichard comme mandataire unique. Document 2. L'attestation sous serment d'Élise Cantaloube, l'employée du domaine qui avait authentifié le document, déclarant qu'elle n'avait pas assisté à la signature. Document 3. L'attestation sous serment de Yasmine Holcombe, ancienne coordinatrice d'accueil, déclarant que le mandat de protection future, qu'on m'avait dit que je paraphais comme un mandat de soins holistiques, était bel et bien un mandat de protection future. Document 4. La facture du 12 août du cabinet Hartmann, Quérol et Fauché pour préparation anticipée de la requête en habilitation, en l'instance Adèle Mboumba Lefebvre, frais d'instruction réglés. Document 5. La confirmation de réservation aller simple émise par la compagnie, signée de la main de Régis, datée du 7 août, avec un code de billet retour pour Régis Fauché-Pichard uniquement et un champ vide là où mon code retour aurait dû figurer. Maître Davina Cohn a fait glisser celle-là elle-même. Régis a regardé les documents. Ses mains n'ont pas bougé. La chevalière à sa main droite a accroché la lumière du matin par un hublot. Il a regardé sa fille. Il a dit, très doucement, comme un homme dit une chose quand il s'achète une dernière seconde. « Apolline, ma puce, tu as toujours mal compris. » Et Apolline, d'une voix que je vais entendre dans ma poitrine pour le reste de ma vie, a dit « Non, papa, pas du tout. » Le commandant a regardé maître Davina Cohn. Elle a hoché la tête une fois. Le commandant a parlé, pour la seule fois de la réunion, d'une voix qui n'était pas dure. Il a dit « Monsieur Fauché-Pichard, la compagnie a décidé. Vous débarquerez à ce port, ce matin, seul. Le solde de votre billet sera remboursé sur la carte d'origine. Vous êtes consigné dans votre suite jusqu'à ce que vos bagages soient à terre. Les autorités compétentes à Bordeaux ont été averties par le conseil. Un officier est à la porte. » Il a hoché la tête. Un jeune officier en blanc s'est matérialisé dans l'embrasure. Régis ne s'est pas levé. Il m'a regardé. Le visage que je veux te décrire n'est pas le visage d'un méchant. Je ne vais pas te donner la satisfaction d'un méchant. Il a eu, à ce moment, l'air du garçon dont il m'avait parlé une fois, 6 ans après notre mariage, sur une terrasse à Arcachon, qui avait 24 ans et qui se tenait dans le hall du Cercle de l'Union à Bordeaux, avec une lettre pliée qui disait « Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'étendre. » Il a eu l'air, brièvement, de ce qu'a l'air un enfant quand le monde a fini par dire non. Je ne me suis pas attendrie, je l'ai juste vu. J'ai dit, très doucement, la seule phrase que je portais depuis 11 jours. J'ai dit, Régis, c'est moi qui ai bâti, tu aurais dû me demander. Il s'est levé, il a quitté la pièce. Je ne le reverrai pas avant la déposition 4 mois plus tard à Bordeaux, et je ne lui parlerai plus après ça. Je veux te raconter ce que j'ai fait le reste de ce matin-là, parce que je crois que le reste de ce matin-là est la partie de ces histoires qu'on saute. Apolline et moi sommes restés à table après que Régis a été escorté dehors, et que maître Davina Cohn est parti, et que le commandant est parti, et que maître Vidalou s'est déconnecté de l'écran, et que le steward a apporté du café frais, et qu'Apolline a tendu la main par-dessus la nappe blanche et a tenu la mienne longuement. Je veux te demander quelque chose. Je n'arrête pas de penser aux gens qui attendaient en silence que je passe l'appel que je ne savais pas que j'étais censée passer. Le commandant qui portait une dette de 45 ans envers mon oncle. La belle-fille qui attendait 14 ans qu'on l'autorise à m'appeler sa mère. La notaire qui représentait la première femme de mon mari en silence depuis 16 ans
avant même de me rencontrer. Si tu as déjà été silencieusement porté par des gens dont tu n'avais pas réalisé qu'ils te portaient, mets un like sur cette vidéo. C'est petit, ça veut dire plus que tu ne crois. Nous avons fini la croisière. Apolline a changé son vol. Elle est restée à bord pour les 17 jours restants, dans une suite avec balcon que la compagnie lui a offerte sans un mot, et elle ne m'a pas une seule fois demandé comment j'allais, ce que j'ai compris être la délicatesse que c'était. On s'est assis sur le pont supérieur la 16e nuit, et on a regardé la lune des Cyclades faire un long chemin d'argent sur l'eau, que je verrai quand je fermerai les yeux pour le reste de ma vie. Et Apolline, qui a 29 ans, et qui est cadre de santé en soins palliatifs, et qui est la personne la plus calme que j'ai jamais rencontrée, a dit, très bas, « Cela fait 14 ans que j'attends de pouvoir t'appeler ma mère. » Je n'ai pas répondu par des mots. Je lui ai serré la main. La cascade naturelle après notre arrivée à Marseille a commencé doucement et a grandi. L'AMF a ouvert une enquête sur le cabinet de gestion de patrimoine de Régis début octobre, déclenchée par un signalement anonyme qui n'avait rien à voir avec moi. Un de ses clients réels avait fini par remarquer l'écart d'encours. Sa maîtresse, Hortense Quérol, a rompu la liaison la semaine où l'enquête de l'AMF est sortie dans la presse régionale. Elle ne l'a pas, à ma connaissance, recontacté. Le cabinet bordelais, Hartmann, Quérol et Fauché, s'est dissous par accord des associés le 14 octobre, et le Gartor et Fauché a été retiré de la plaque de cuivre d'un hôtel particulier, rue Esprit des Lois, qui le portait depuis 9 ans. Régis n'a pas perdu son agrément tout de suite. Il l'a rendu volontairement en février pour éviter l'audience disciplinaire. Il s'est installé dans un petit appartement à la rive droite, à la Bastide. On me dit par un ami de Bordeaux qu'il n'a plus de carte au cercle de l'Union nulle part en Aquitaine. Je n'avais pas eu besoin qu'on me le dise. Je l'avais supposé. La diffamation s'est inversée à la lenteur grinçante avec laquelle les diffamations s'inversent dans les villes côtières. Le couple de Toulouse qui l'avait entendu dire au bord de la piscine que j'étais « éprouvée par l'année » m'a envoyé un mot manuscrit en novembre, s'excusant pour ce qu'ils ont appelé « notre petite part dans le malentendu ». Je l'ai lu une fois et je l'ai rangé dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. La fille aînée de Régis, Salomé, qui ne m'avait pas adressé la parole en 5 ans parce que j'avais une fois poliment refusé d'investir dans un bar à vin qu'elle voulait ouvrir au Cap Ferret, m'a appelé fin octobre et a laissé un message vocal demandant si on pouvait se parler. Je n'ai pas encore rappelé. Je rappellerai un jour. Je ne suis pas pressée. Je veux te parler d'Apolline, parce qu'Apolline est la partie que je ne savais pas qu'on me donnait. Apolline a transféré ses dossiers de soins palliatifs de Lyon à Bordeaux en janvier. Elle vient à Saint-Émilion le 3e week-end de chaque mois. Elle a une clé de la porte de la cuisine. Elle sait où je range l'huile essentielle de lavande, qui est dans la 2e armoire à gauche, parce que l'odeur est un peu forte dans la première. Elle est sa propre mère. La première femme de Régis, une femme nommée Catherine, que j'ai maintenant rencontrée 2 fois pour un café au Café Régent à Bordeaux, accompagnée chaque fois de maître Vidalou, qui regarde Catherine avec le genre de tendresse professionnelle que j'ai décidé de ne pas interroger, on reconstruit quelque chose dont je ne savais pas que c'était à elle de le reconstruire. Et j'en fais, d'une manière que j'essaie encore de comprendre, partie. Je veux te parler de mon père. Le premier week-end après mon retour, il s'est assis avec moi sur la terrasse de Saint-Émilion dans 2 fauteuils en cuir, et il ne m'a rien demandé. Il a versé 2 cafés. Il a regardé les vignes longtemps. Il a dit, très bas, « Le commandant Rossi m'a écrit, ma fille. La lettre est arrivée mardi. » Il m'a dit que son père a passé sa vie à se demander qui était l'homme sur le pont. Il m'a dit que son père racontait l'histoire de cet incendie à chaque réveillon de Noël pendant 40 ans. Mon père ne m'a pas regardé. Il a regardé les vignes. Il a dit, « Albin se serait souvenu de Lars. » Et puis il a dit la seule phrase qu'il a jamais dite sur mon mariage, en 14 ans. Il a dit, « Adèle, la mère n'a pas pris ton nom. Je veux que tu le saches. » Je n'ai pas pleuré. J'étais passée du côté où l'on ne pleure plus. Je l'ai fait. Je veux te raconter quelque chose que j'ai fait la 2e semaine de novembre et que je n'ai dit à personne pendant longtemps.
Je me suis assise dans la bibliothèque du manoir du Médoc à 22 heures, avec le carnet Moleskine et une page neuve, et j'ai écrit une lettre. Pas à Régis. La lettre n'était pas pour lui. Elle était pour la version de moi-même qui avait descendu un escalier dans un colloque à Paris en 2012 et serré la main d'un conseiller en gestion de patrimoine de 44 ans, avec un sourire qui avait été conçu par un orthodontiste rue Esprit des Lois. Je lui ai écrit une page. Je veux te lire la dernière phrase, parce que c'est ce qui se rapproche le plus d'une philosophie chez moi. La dernière phrase disait « Tu n'es pas ce qu'un homme a présumé de toi. Tu es ce que tu as compté en silence depuis les débuts. » Je l'ai lu une fois à voix haute dans la bibliothèque. Le chat du domaine, un vieux gris nommé Ulysse, a levé la tête depuis la cheminée. J'ai plié la lettre en 3 et je l'ai rangée à l'arrière du Moleskine sur le bureau. Et le carnet est encore là. Je veux te laisser sur la fenêtre de la cuisine. C'est un samedi matin de fin février. La fenêtre, au-dessus des l'évier de la maison de Saint-Émilion, est ouverte sur les vignes. Une mésange est sur le rebord. Le café est encore tiède. Je porte un jean et un pull en cachemire crème que mon père m'a offert pour mes 20 ans. Il y a une brochure de l'École supérieure de littérature de Cassis sur la table. Une résidence d'écriture de 6 semaines en Provence à la fin de l'été. Je l'ai entouré au stylo plume, à l'encre noire. Le carnet Moleskine est sur le rebord de la fenêtre. L'alliance fine en or jaune est dans la coupelle en porcelaine de Limoges à côté. Le manoir est à 18 km et il sent la cire d'abeille et la lavande et un soupçon de cèdre que j'essaie d'équilibrer depuis 3 mois pour le savon que la Fondation va faire fabriquer pour le cinquantenaire. Apolline arrive cet après-midi. Mon père va garder la maison. Je veux dire une seule chose intérieurement à ma mère, qui est partie depuis 2022, et je ne vais pas la dire à voix haute. Je vais la dire à l'intérieur, comme mon père m'a appris à parler à ma mère. Je dis « Maman », la mère ne l'a pas pris. Je m'appelle Adèle Mboumba Lefebvre, j'ai 52 ans, et je sais maintenant ce que ça fait d'être exactement où je dois être, sur ma propre passerelle, à mon propre rythme. Si cette histoire est restée avec toi, avant que tu partes, je veux te demander une dernière chose. Quelqu'un dans ta vie te porte-t-il en silence depuis des années, sans te dire qu'il le fait? Dis-le-moi en commentaire, je les lis tous. Et si tu crois que les gens qui nous voient clairement valent la peine d'être gardés près de soi, mets un like sur cette vidéo, abonne-toi pour que la prochaine histoire te trouve et partage-la avec quelqu'une qui a besoin de savoir que sa retenue ne l'a jamais rendue invisible. Reste avec moi. À très vite.